Alors bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre concernant le moteur asynchrone triphasé. Donc ça rentre dans les sciences de l'ingénieur partie ADC, sciences et technologies électriques. Là c'est la fonction convertir. Alors, on commence par une définition du moteur asynchrone. En fait, le moteur asynchrone, comme c'est écrit ici, c'est un actionneur électrique qui convertit tout simplement, de l'énergie mécanique en énergie électrique. À la différence du moteur à courant continu, comme vous pouvez voir ici, donc le moteur à courant continu, l'inconvénient majeur, c'est les étincelles à cause du système balai-collecteur. Mais en fait, le moteur asynchrone nous facilite la tâche. Il n'y a ni balai ni collecteur. Donc, c'est ce qu'on appelle un moteur brushless motor ou bien en anglais induction motor. Alors, la constitution du moteur asynchrone, en fait, elle est constituée de deux parties. Une partie mobile et une partie qui est statique, c'est-à-dire qui ne tourne pas. Alors, on commence par la partie qui ne tourne pas. C'est le stator, c'est la partie fixe qui produit le champ magnétique tournant. Donc, une fois il est alimenté, ce sont des trois bobines, qu'on va voir par la suite le détail, ils produisent le champ magnétique. Alors, ce champ magnétique, par des forces de Laplace qu'on va voir par la suite, il va entraîner ce qu'on appelle le rotor, c'est la partie mobile. Alors, la partie mobile, elle est en rotation à cause de la présence du champ magnétique et d'un couple de forces. Alors, pour la constitution, alors vous pouvez voir, ici, ça c'est la partie du rotor, ça c'est la partie rotor, alors qui tourne. En fait, il y a deux types de rotor qu'on va voir par la suite. Et ça, c'est la partie stator. C'est un enroulement que vous pouvez voir, c'est constitué d'un bobinage. Et vous pouvez voir l'arbre du moteur qui tourne. Il y a d'autres pièces telles que les flasques, alors, et la ventilation par un ventilateur tout simplement. Alors, en ce qui concerne le symbole, alors vous pouvez voir, il y a deux symboles. Ça dépend, est-ce que le moteur asynchrone, est-ce qu'il est à cage? Donc, on le représente par juste un cercle avec trois lignes de phase. Ou bien, il est à rotor bobiné, c'est-à-dire on va le représenter par un cercle à l'intérieur duquel il y a un autre cercle qui va représenter le rotor. Et vous pouvez voir que le rotor, une fois, s'il est bobiné, donc vous pouvez voir qu'il y a trois phases qui sortent du rotor. Alors, et la même chose pour le stator, il y a trois phases qui vont alimenter le stator. Alors, le principe de fonctionnement. Alors, le principe de fonctionnement, comme ce que j'ai expliqué avant, en fait, il est basé sur ce qu'on appelle un champ magnétique tournant. Donc, les trois enroulements du stator qui sont décalés de 120 degrés, de 120 degrés, alors ils sont alimentés par un système de tension triphasé. Alors, ce système de tension triphasé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alimenter ces trois bobines, alors pour créer un champ magnétique. Alors, le rotor, il se trouve logé à l'intérieur du bobinage du stator. Donc, alors, ce bobinage de stator qui crée le champ magnétique, ce champ magnétique, il va influencer sur le rotor. Alors, comme on va voir par la suite. Alors, une fois il est influencé par le champ magnétique, ça va créer ce qu'on appelle un rotor qui tourne. Alors, vous pouvez voir ici, on a fait une animation pour voir clairement comment ça fonctionne. Alors, vous avez la première bobine qui est en bleu, la deuxième bobine qui est en rouge et une troisième bobine qui est en vert. Alors, ces trois bobines, une fois ils sont alimentées, elles vont créer le champ magnétique. Alors, et vous pouvez voir, on a symbolisé le rotor par une flèche, par exemple, alors qui va tourner suivant le sens des phases, suivant l'ordre des phases. Alors, en ce qui concerne matériellement, alors vous pouvez voir, il est là le rotor, ce qu'on appelle un rotor à cage d'écureuil. Donc, de quoi il est constitué? Vous pouvez voir, il est constitué par des barres. Il est constitué par des barres. Alors, ces barres-là, ils sont logées dans le premier anneau et un deuxième anneau. Ce qui va nous donner comme sorte de cage d'écureuil. Alors, ça c'est le moteur le plus utilisé parce qu'il ne nécessite pas beaucoup d'entretien.
Alors, en ce qui concerne le rotor bobiné, alors vous pouvez voir, c'est un rotor tout simplement, mais qui présente un bobinage avec un système normalement de genre de balai. Donc, c'est pas la même chose que pour le rotor à cage d'écureuil. Donc, c'est pourquoi il est le plus utilisé dans l'industrie. Alors, lorsque le circuit électromagnétique de rotor est soumis à l'influence du champ tournant, ces conducteurs sont parcourus par des courants induits et les forces de la place. Je vais revenir pour vous montrer les forces de la place. Alors, regardez ici. Alors ça c'est le champ, ça c'est le courant et ça c'est la force. Alors la même chose ici, ça c'est le champ, le courant et la force. Vous avez une force qui est sortante du tableau et vous avez une force qui est entrante dans le tableau. Ce qui va nous créer un couple de forces qui va faire tourner le rotor, tout simplement. Mais la vitesse de ce rotor-là n'est pas la même chose que la vitesse du champ magnétique. Alors comme vous avez vu au chapitre précédent, ça concerne les moteurs synchrones, vous avez le champ magnétique, la vitesse du champ magnétique est égale à la vitesse de rotation de l'arbre, alors que ici, non. La vitesse du champ magnétique, la vitesse de rotation de l'arbre, elle est juste inférieure à la vitesse du champ magnétique, ce qui va nous introduire de ce qu'on appelle un glissement. Alors, le glissement, en fait, c'est quoi? Alors, d'après la formule, vous pouvez voir que G égale à NS moins N sur NS. C'est-à-dire, NS, c'est la vitesse du synchronisme qu'on a vu au chapitre précédent, alors qu'il est égal à la fréquence divisée par P. P, c'est le nombre de paires de pôles. Donc, est égal à NS moins N sur NS. Donc, NS, c'est la vitesse du synchronisme. N, c'est la vitesse de rotation. Et NS, ici, c'est la vitesse du synchronisme. Donc, en fait, c'est un rapport. Alors, la plupart du temps, il est exprimé en pourcent. Donc, il est exprimé en pourcent. En ce qui concerne le rotor, alors vous pouvez voir, avant que je passe à autre chose, vous pouvez voir que la fréquence rotorique, les fréquences rotoriques, alors en fait est égale à G fois la fréquence du courant du stator. Alors, ce qui nous donne FR égale à G fois F fois F. Donc, tout simplement, les grandeurs rotoriques, ils sont tous multipliés par G. Alors, en ce qui concerne le couplage des enroulements statoriques, alors vous pouvez voir ici, ça c'est la plaque à borne. N'importe quel moteur asynchrone dans l'industrie, il présente ce qu'on appelle une plaque à borne. Là où il y a 6 bornes, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les enroulements à l'intérieur, ils sont placés de cette façon-là. Ce qui nous donne, pour avoir un couplage étoile, il faut relier les 3 bornes. Soit relier les 3 bornes d'en haut, soit relier les 3 bornes d'en bas. Alors, par exemple, ici, on relie les 3 bornes d'en haut avec les 3 phases pour alimenter la machine ou bien le moteur asynchrone. Alors, si on veut faire un couplage triangle, alors on couple 2 bornes avec 2 bornes avec 2 bornes d'une façon verticale, tout simplement, et on les relie avec les 3 phases du réseau et notre moteur, ça tourne. Alors, en ce qui concerne, il y a un point ici que je vais vous expliquer clairement. Regardez, n'importe quel moteur asynchrone, normalement, est là une plaque signalétique. Et sur la plaque signalétique, il y a ce qu'on appelle, regardez l'exemple ici. Si je prends un moteur asynchrone, là où sur la plaque signalétique, c'est indiqué 230 volts / 400 volts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le 230 volts, c'est la tension que peut supporter un seul enroulement. Un seul enroulement, c'est-à-dire cet enroulement-là, il peut supporter 230 volts. Alors, c'est la tension minimale qui est indiquée sur la plaque signalétique. À ce moment-là, ça dépend de la tension du réseau, où vous allez chercher le couplage adéquat à normalement, pour faire le couplage adéquat. Alors, en ce qui concerne l'arbre de puissance, alors regardez, normalement on a dressé un arbre. Regardez ici, vous avez ici la tension d'alimentation et le courant d'alimentation, c'est le réseau. Alors, la puissance PA qui est égale à racine de 3 I cos phi. Donc, le moteur, il absorbe une puissance
électrique. Alors, cette puissance électrique au niveau du stator, vous pouvez voir qu'il y a des pertes. Il y a les pertes Joule statoriques et les pertes fer statoriques. Alors, ce qui va nous donner, après avoir perdu ces deux pertes-là, on va se retrouver avec de la puissance transmise, qui est égale le couple électromagnétique fois oméga S. On va voir ça dans la suite. Alors, puis par la suite, la puissance au niveau du rotor est égale couple électromagnétique fois oméga. Vous pouvez voir la différence. Ici, vous avez oméga S, et ici, vous avez oméga. Alors que ici, c'est le même couple électromagnétique ici et ici. Par la suite, au niveau du rotor, on va perdre ce qu'on appelle les pertes Joule rotoriques et les pertes mécaniques pour se retrouver à la fin avec une puissance utile qui est mécanique, la nature il est mécanique, qui est égale au couple utile fois oméga. Alors ici, vous pouvez voir, c'est la formule du rendement qu'on va voir par la suite en détail. Alors regardez ici. Maintenant, en ce qui concerne les pertes, pour bien étudier les pertes, normalement, dans le moteur asynchrone. Alors, regardez, vous avez des pertes mécaniques et des pertes fer statoriques. Ces deux-là, ils vont constituer ce qu'on appelle les pertes constantes. Bien sûr, à fréquence et attention, constante normalement. Alors, et vous avez ce qu'on appelle les pertes Joule. Alors, les pertes Joule, vous avez les pertes Joule. Si les pertes Joule, pour calculer les pertes Joule dans le rotor, on va les calculer par cette formule-là. C'est la seule formule que vous pouvez calculer les pertes Joule rotoriques, c'est-à-dire le glissement fois la puissance transmise. Alors, et pour le stator, vous avez deux cas qui se présentent. Soit qu'on vous donne la résistance petit r, qui est la résistance d'une phase, ou bien la résistance grand R, qui est la résistance entre deux phases. À ce moment-là, si vous avez la résistance petit r, alors vous allez voir, ça dépend du couplage. Soit le couplage étoile, soit le couplage triangle. Si vous avez le couplage étoile, c'est directement, vous allez calculer ça par la formule 3R fois I au carré. La même chose, si vous avez le triangle, vous pouvez voir, alors est égal 3 fois R fois J au carré. Donc ici, le J, c'est le courant de phase. Ce n'est pas le courant de ligne en ce qui concerne le triangle, parce que chaque petit r, il est traversé par un courant petit j. Alors, en ce qui concerne, si on vous donne la résistance grand R, alors il y a une formule unique. Quel que soit le couplage, regardez ici, quel que soit le couplage. Alors, cette formule-là, c'est PGS égale à 3 fois R fois I au carré divisé par 2, c'est-à-dire la fameuse formule 3 demi R et carré. Alors, ceci va nous donner la formule de rendement qui est égale PA moins PGS moins PFS moins PGR moins PM divisé par PA, qui est la puissance absorbée, c'est-à-dire la puissance absorbée moins la somme des pertes divisée par PA. Alors, en ce qui concerne l'étude de la caractéristique du moteur asynchrone, alors, si le moteur asynchrone il est à vide, alors à vide, ça ne veut pas dire qu'il est à l'arrêt, c'est-à-dire c'est un moteur asynchrone qui tourne à vide, c'est-à-dire il n'y a pas de charge au niveau de l'arbre, il n'y a pas de charge. Alors, lorsqu'il n'y a pas de charge, vous pouvez remarquer que la vitesse de rotation du moteur asynchrone, il est presque égale à la vitesse du synchronisme, NS. Ce qui va nous donner un glissement qui est égal à 0. Et ceci, c'est ce point-là. Elle est là. C'est ce point-là, NS. Alors, en ce qui concerne le fonctionnement en charge, normalement, il se fait soit par calcul, soit graphiquement. Alors, pour trouver ce point de fonctionnement-là. Alors, premièrement, on va tracer la caractéristique moteur CM en fonction de la vitesse et la caractéristique CR, c'est-à-dire la caractéristique de la charge, ou bien du couple résistant, par rapport à la vitesse. Donc ici, ça c'est CM c'est CM en fonction de la vitesse. Donc vous pouvez voir qu'on a pris juste la partie linéaire, c'est ce qui est en rouge, de la caractéristique du moteur asynchrone, parce que c'est une caractéristique que je vais vous montrer par la suite. Il n'est pas linéaire, mais nous, on va exploiter cette partie linéaire. Alors, regardez. Et on va tracer aussi, sur le même système de repères, on va tracer la caractéristique du couple résistant, c'est-à-dire de la charge, par rapport à la vitesse. Le point de rencontre, c'est ce qu'on va avoir, le point de fonctionnement, c'est-à-dire là où CU égale à CR. Donc, c'est-à-dire que le moteur, il peut tourner. Donc, alors, ici, j'ai une remarque que je peux vous faire. Ici, le CR, il est linéaire, mais parfois, on peut se retrouver avec un couple résistant qui n'est pas linéaire. Par exemple, le cas des pompes
les pompes tout simplement. Vous avez vu ça, les pompes dans le cours de transmission. Alors les pompes, ils n'ont pas une caractéristique linéaire, mais plutôt ils ont une caractéristique qui est proportionnelle au carré de la vitesse, égale à k fois n au carré. À ce moment-là, la courbe, cette courbe-là, elle ne va pas être linéaire, mais elle va être de cette façon-là, par exemple, comme ça. Ça ressemble à une façon à x carré. Donc, c'est ça ce que je vous ai dit avant. Alors, regardez ici. Alors, ça, c'est la courbe réelle du moteur asynchrone. Ça, c'est une courbe réelle. Nous, on a exploité cette partie-là, qui est linéaire, ici. Alors, en ce qui concerne l'étude du couple à U sur F constante, c'est-à-dire on va travailler avec U, la tension, divisée par la vitesse, mais on va garder ce rapport-là constant. Alors, une fois la fréquence change, regardez qu'est-ce qui se passe. Alors, il va y avoir une translation de la courbe. Cette courbe qui est noire, regardez les flèches, ils sont vers moi. Alors, c'est-à-dire que cette courbe-là, elle va subir une translation vers moi, c'est-à-dire vers la gauche. Et ainsi de suite, ça dépend de la fréquence utilisée. C'est-à-dire soit qu'il est divisé par 2, soit qu'il est divisé par 3, soit qu'il a une valeur donnée. Donc on commence toujours par le point NS qui va se déplacer ici. Et on va tracer tout simplement la partie linéaire en parallèle avec la première partie. Alors, maintenant, on va passer au système de démarrage des moteurs asynchrones. Alors, la plupart des moteurs asynchrones, quand on utilise ces moteurs dans l'industrie, on utilise ce qu'on appelle des démarreurs. Alors, on commence aujourd'hui, maintenant, on va commencer par un démarreur qui est tout simplement direct, un seul sens de marche. Alors, vous pouvez remarquer qu'une fois le moteur asynchrone, il est alimenté directement au réseau, vous pouvez voir que le courant de démarrage, il peut varier de 4 à 8 fois le courant nominal, ce qui va nous causer des problèmes au démarrage. Alors, ici, sur la courbe, vous pouvez voir ici la courbe du courant par rapport à la tension, et ici la courbe du couple par rapport à la tension. Alors, comment ça fonctionne ce démarrage direct? Ici, ça c'est un sectionneur. Ici, ça c'est le contacteur. Et ici, ça c'est un relais thermique pour la protection. Ici, vous avez votre moteur. Alors, ça c'est le schéma de puissance et ça c'est le schéma de commande. Alors, lorsqu'on va appuyer sur le bouton S2, qu'est-ce qui va se passer? Alors le courant, on va fermer tout d'abord le sectionneur manuellement. Alors une fois ça c'est fermé, le sectionneur est fermé, alors le Q1 il va être fermé. Donc le courant il va venir par là, et il va traverser, il va s'arrêter ici au point 2. Alors une fois j'appuie sur le bouton poussoir S2, donc automatiquement le courant il va passer par le bouton poussoir, il va arriver à la bobine du contacteur KM1 et qui va être excité. Une fois il est excité, il va fermer tout ce qui lui appartient. Ce qui appartient, c'est tout ce qui est le premier contact de maintien KM1 qui est ici dans le circuit de commande. Il va fermer les contacts de puissance ici. Alors, une fois ils vont être fermés, alors les courants ils vont passer directement au moteur et le moteur se retrouve avec la pleine tension. Il va tourner à la vitesse nominale. Mais au début du démarrage, on a toujours ce problème-là. Alors, comment on va l'arrêter? Pour l'arrêter, il suffit juste d'appuyer sur le bouton S1 qui est un bouton d'arrêt. Alors, une fois j'appuie ici, tout il va s'ouvrir. Donc, il ne va plus y avoir de courant qui va traverser KM1 et KM1 il va ouvrir KM1, le contact de maintien, et ces contacts-là. Et le moteur, il va s'arrêter. Il va se retrouver plus alimenté par le réseau. Alors ici, vous avez la même chose. C'est un démarrage direct avec deux sens de marche. Alors avec deux sens de marche, vous avez le KM1, mais on a ajouté, vous pouvez voir qu'on a ajouté un autre contacteur KM2 pour se retrouver avec l'autre sens de marche. Alors il y a un point que je veux indiquer ici. Alors regardez ici. Donc normalement, j'ai la première phase qui est toujours avec la première phase. Et ici, j'ai la deuxième phase qui est avec la troisième phase, ici. Et la troisième phase, vous l'avez avec la deuxième phase. Donc, vous pouvez voir qu'on a permuté deux phases. C'est la phase 2 et la phase 3. Mais vous pouvez permuter que ce soit la phase 1 avec la phase 2 ou bien la phase 1 avec la phase 3. L'essentiel, la règle dit que pour inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone, il faut inverser deux fils de phase. Donc, il y a un système de verrouillage ici qui est obligatoire. Regardez le titre. Je l'ai mentionné ici dans le titre parce qu'il est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais fermer le contacteur KM1 et en même temps fermer KM2. Il
ne faut jamais qu'ils se ferment les deux à la fois. Sinon, ça va nous créer un court-circuit ici au niveau de la permutation des deux fils de phase. Donc, c'est pour cela, on a inséré, regardez ici, deux contacts. Un petit contact qui est fermé ici et un autre qui est fermé là. Alors, celui-là, il appartient à cette bobine-là et celui-là, il appartient à KM2. C'est-à-dire, une fois KM1 il est excité, il va ouvrir celui-là. Donc, le KM2, il ne va jamais être excité. La même chose ici. Une fois KM2 il est excité, il va ouvrir ce contacteur-là. Donc, même si on appuie sur S2, il ne va jamais être excité. Et comme ça, on a réalisé ce qu'on appelle un système de protection ou bien un verrouillage qui est obligatoire. Alors, pour le démarrage étoile triangle, donc on démarre en deux temps. Alors, c'est ça ce qui est très important ici. Alors, au premier temps, vous pouvez voir que le courant de démarrage, il est égal à le courant absorbé divisé par racine de 3. Et le second temps, qui est d'une durée de 2 à 3 secondes, on passe, le premier c'était en étoile, on passe au triangle. Alors vous pouvez remarquer ici, regardez, au premier coup, normalement au démarrage, le courant il est passé de là à là. Et puis, après un certain temps, on a passé directement au fonctionnement normal qui est le triangle. La même chose ici. Le défaut ici, c'est que le couple au démarrage est divisé par 3. C'est ça le défaut du démarrage étoile-triangle. Alors, pour vous expliquer ça, alors regardez ici. Donc, vous pouvez voir que KM1, elle est là. La même chose, ça ressemble à ce qu'on a vu au démarrage direct, sauf qu'on a ajouté ici un KM2. Alors, et on a ajouté ici un contact qui se ferme après un certain temps. Donc, pour réaliser le temps, le second temps, 2 à 3 secondes. Alors, au premier coup, donc on ferme le sectionneur Q1. Donc, il va se fermer, et on le ferme avec alors pour l'étoile, on va le fermer avec ce KM2. Et par la suite, après un certain temps, on va ouvrir KM2 et on va fermer KM3 pour avoir le montage triangle. Alors pour le démarrage par élimination des résistances statoriques, on ne va pas rester là-dessus beaucoup de temps. Alors vous pouvez voir que ici, premier coup, les courants ils vont traverser les résistances statoriques et ils vont aller au moteur, ce qui va nous causer une chute de tension. Et du deuxième coup, KM2 il se ferme et le courant il va traverser ou bien la pleine tension il va venir directement sur KM1. Donc premier coup il y a une chute de tension au niveau des résistances. Deuxième coup la pleine tension elle passe directement au moteur. Alors la même chose par élimination des résistances rotoriques. Ça normalement c'est pour les moteurs à résistance bobinée. Donc vous pouvez voir que ici j'ai le montage directement, ça ressemble à ce qu'on appelle démarrage direct, mais au niveau des rotors, qu'est-ce qu'on a inséré? On a inséré un contacteur et des résistances. Au premier coup, normalement, les résistances, ils sont introduites dans la partie, ou bien insérées avec les enroulements rotoriques. Et deuxième temps, on va fermer le KM2, ce qui va nous éliminer ces résistances-là. Il va nous court-circuiter les enroulements rotoriques. Donc, vous pouvez voir ça sur le circuit de commande. Alors, pour finir, normalement, vous avez la plaque signalétique. N'importe quel moteur, il a une plaque signalétique. Alors, on va l'étudier brièvement. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est un moteur Leroy Sommer. Donc, ça, c'est la désignation. Ça, IP55, ça, c'est l'indice de protection. Et la température de fonctionnement. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons deux tensions. Nous avons 230 et 400 volts. C'est-à-dire tension en triangle et tension en étoile. C'est-à-dire, le 230, c'est toujours la tension que peut supporter un seul enroulement. Alors, on indique la fréquence en Hertz, 50 Hertz ici, la vitesse nominale qui est 2800 et kW, c'est-à-dire les kilowatts, 0,75. Parfois, la puissance elle est indiquée en HP, en horsepower. Alors, et vous avez le cosinus phi qui est 0,83 et le courant que peut absorber par le moteur. 3 ampères dans le cas du triangle et 1,9 dans le cas du courant, ça c'est le courant de ligne en étoile. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.